Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Mardi le 13 octobre 2020, le chef du gouvernement Joseph Dione Guité a inauguré de nouveaux équipements acquis par le port autonome de Douala. Notamment des engins nautiques, qui vont permettre de booster les capacités du port de la ville de Douala. Aussi, il faut dire que depuis le départ de Bolloré du terminal à conteneurs du port de Douala le 31 décembre 2019, les recettes du port autonome de Douala connaissent une forte croissance. Pour le président Bandakani, le port de Douala était une base de pillage et de déstabilisation du Cameroun au temps de Bolloré. Suivons maintenant le décryptage du président Bandakani sur la situation actuelle du port autonome de Douala. Suivons. Alors, président Bandakani, je vous vois méditatif, peut-être en regardant les images qui défilent sur notre écran là, de cette grande révolution pratiquement au port autonome de Douala. Quelle est l'appréciation que vous faites lorsqu'on examine les faits de ce jour, les mots, les discours, les hommes? Mon cher Hubert Tundi, il y a des jours sans, S-A-N-S, des jours sans dans la vie d'une nation. Et ces jours-là sont des jours fondateurs, dans le sens où ils permettent, par-delà les problèmes quotidiens auxquels une nation doit faire face, par-delà les trajectoires contrastées qui caractérisent une nation, ces jours-là permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec assurance. Ils permettent de comprendre que malgré les forces sociopolitiques dans une nation qui travaille à maintenir le pays dans l'obscurantisme et la régression, il y a des dynamiques puissantes qui travaillent à dépasser cette tendance rétrograde. Je l'ai observé aujourd'hui au port autonome de Douala. Monsieur Bertoum, je peux le dire. Nous pouvons le dire parce que ça a été un combat d'Afrique Média. Notre combat, avec des patriotes comme Gaou Souda, tous les agents du port, pas, et les autorités de notre pays, patriotes, parce qu'il y en a qui sont les ennemis du Cameroun. Bien sûr. Et nous allons continuer à les traquer, je dis bien, parmi les autorités gouvernementales de notre pays. Donc, toute cette communauté patriotique a fait du défi du port un enjeu national. On n'a même pas le choix. Parce que, pourquoi il faut l'appeler ça? Parce qu'au-delà de la criminalité économique qui avait été érigée, au-delà du banditisme économique qui avait été érigé comme moyen de gestion au port mode de gestion au port de Douala, il y avait, plus grave, le fait qu'on avait fait du port une base de déstabilisation du Cameroun. Parce que dans une opacité extraordinaire, les armes passaient là-bas. Quelqu'un se servait, M. Bolloré, est-ce que je mâche mes mots? M. Bolloré se servait du port comme un centre technique et stratégique de déstabilisation du Cameroun. Donc il n'y avait pas seulement les enjeux de prédation économique organisée avec l'appui de l'État dans l'État que M. Bolloré avait réussi à constituer dans notre pays, n'est-ce pas, marcher ensemble avec un projet de déstabilisation du Cameroun et de renversement du président de la République. Donc l'enjeu est grand. Et le renversement du président de la République. Est-ce que je marche mes mots? Je parle français. Même si ce n'est pas ma langue, je parle français. Donc c'était... Il faut comprendre bien l'enjeu. M. Bertrand vous a rappelé tout à l'heure les enjeux du dragage. Tout à l'heure, je reviendrai avec les chiffres précis. Je vais compléter les chiffres. Ah oui, tout à fait, parce que je parlais des chiffres tout à l'heure. Le dragage, on fait... Bon, on avait un premier chiffre, 350 millions au départ, mais maintenant on arrive à 10 milliards là. Je vous donnerai des perspectives qui sont liées aux performances de l'actuelle équipe, de l'actuel staff du port autonome de Douala. C'est-à-dire que j'étais en train de dire que j'étais en train de rappeler la situation qui prévalait en termes d'enjeux économiques, en termes d'enjeux politiques. C'est-à-dire que le port était un site, un centre
n'est-ce pas, qui finançait la déstabilisation du pays avec l'argent des Camerounais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire des gens font un plan pour vous déstabiliser. Ils ne dépensent pas 5 francs. C'est vous-même qui financez votre propre déstabilisation. Ça, à partir du port, qui est l'un des principaux outils de financement sûr du budget d'un pays. Parce que le cash flow, c'est au port. Je dis le cash flow, l'argent frais, c'est au port. Vous comprenez? Donc, alors, quand j'ai dit ça, il faut partir de là pour voir, lorsque cette concession s'achève, M. Bolloré et tout son État dans l'État s'organisent pour que la nouvelle régie du terminal à conteneurs ne fonctionne pas. Donc, cette régie de terminal à conteneurs prend le port dans des conditions chaotiques. Il est là, il sait de quoi je parle. On sabote tout, y compris l'outil informatique de gestion. Vous savez, si on paralyse le système informatique d'un port, on l'anéantit. Donc, on a saboté. On a fait une campagne internationale pour diaboliser et démontrer que ce port-là, ça n'en vaut plus rien. Et vous vous rappelez que M. Bolloré nous a dit que je prends ça sur moi. Ce port-là, votre affaire-là, ça ne va pas décoller. Voilà le défi que l'équipe actuelle doit relever, mon cher Bertoul. C'est pour ça que dès ce moment-là, M. Céline va dire, le défi qui s'impose à nous, c'est le défi de la performance, de la compétitivité et de l'attractivité. Performance, pourquoi? Parce que le matériel du port est totalement vieillissant, désuet, suranné, déclassé sur le plan technologique. C'est bien tout dit. Donc le port ne peut pas être performant avec un tel niveau de matériel. Il ne peut plus être compétitif parce que quand vous avez du matériel désuet, ça renchérit les coûts de vos prestations. Et du coup, le port ne peut pas être compétitif. Il ne peut pas être attractif parce que sa crédibilité en matière de capacité de prestation est complètement dégradée. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi ça ne gênait pas M. Bolloré et son État dans l'État? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le port pour le développer. Ils n'ont pas pris le port pour l'arrimer aux standards internationaux. C'est pas ça. Ils sont venus piller. Et ils ont passé le temps à piller, à se partager l'argent avec ces réseaux de Yaoundé. Ils se partageaient l'argent pour préparer la déstabilisation du Cameroun. Donc, on avait un port en apparence, mais ce n'était pas un port. C'était plutôt un centre de pillage et de déstabilisation. Le président va faire confiance à ses fils, donc Cyril Ngo et tous ceux qui l'entourent. Et ils vont donc se lancer dans le relèvement de ce défi. Voyons donc s'ils l'ont relevé. Acquisition des équipements nautiques. On va citer. Équipements nautiques. Allons-y. Pour renforcer la performance. Tout à fait. Parce qu'un port, je l'ai dit, c'est un endroit où on concentre des potentiels de prestations qu'on doit rendre réels, en capacité réelle de prestation. Vous devez donc savoir maîtriser la manutention. Vous devez traiter l'eau, traiter les questions liées au dragage, c'est-à-dire maîtriser la profondeur pour dégager les voies d'accès du port. Et il y a tout un ensemble d'exigences techniques qu'il faut maîtriser pour que le port soit compétitif. C'est ça un port. Donc, M. Cyril Ngo, en un an, c'est-à-dire ils ont pris le truc en janvier. Nous sommes en novembre 2020, la même année. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. On parle avec les faits. Acquisition des équipements nautiques. Un engin multifonctionnel du nom de baptême évocateur d'Ika Pondo Aqua. Bertrand parlait de ça. Une vedette d'appui au balisage appelée Même Tchoumfal, dédiée au transport des techniciens de balisage sur le plan d'eau, lors des interventions de maintenance et de contrôle physique et fonctionnel des bouées. Un navire focadeur du nom de Lake Barombi Mbo, chargé de débarrasser le plan d'eau des déchets flottants, dont particulièrement la jaffette d'eau, qui affecte terriblement la navigabilité des eaux. Cette flotte-là
a coûté plus de 5 milliards de francs CFA, financé entièrement sur le budget d'investissement du port autonome. Je n'ai pas fini, mon cher. Vous savez que les conclusions d'un conseil d'administration, je crois, qui avait eu lieu en 2018, avaient arrêté de régler la question des dragues en 2018. Eh bien, l'équipe de M. Selungo va régler ça avec l'acquisition de deux dragues sélectionnées après mise en concurrence, dont une drague aspiratrice en marge de 3000 mètres cubes de capacité de puits pour le chenal, baptisée Mont Mandara, TSHD 3000 Mont Mandara, et une drague aspiratrice stationnaire, baptisée Béaver 50, pour le dragage des plans d'eau et des pieds des quais de port. Voilà, je dis, ce sont des acquisitions du matériel nautique. Écoutez bien. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a l'option de transformer la question de dragage en régie. Il y a une entreprise qu'on appelle Régie du dragage du port autonome, avec un directeur, Samuel Gondiebois. Tout à l'heure, je reviendrai. C'est-à-dire, désormais, c'est une entité qui est chargée de faire de la régie de dragage, pas seulement un endroit où on maîtrise la question de désensablement, mais désormais c'est un truc commercial qui doit rapporter de l'argent au port. Et tout à l'heure, je vais vous donner les perspectives qui sont extraordinaires. Les deux dragages sont là. À côté de ces équipements neufs, M. Hébert de Toundi, vous avez un vaste plan de réhabilitation des engins nautiques et terrestres tombés en panne et abandonnés depuis des années. M. Bolora a dit, comme je ne suis pas venu ici faire le... Vous croyez que je suis venu ici développer le port, je m'en fous. Là, abandonné ça là. Il y a un grand plan de réhabilité pour réhabiliter tout ça. On peut citer, parmi les plus emblématiques, le baliseur Nyon, tu connais. Youpe. La drague Chantal Bia, oui. tu connais. Oui. La pilotine Corrup, tu connais. Oui. Et la vedette Hydro. Il y a un grand plan de réhabilitation des engins. Tous étaient tombés en panne. Il est abandonné. Abandonné avec des petites pièces de rien du tout. Abandonné. Youpe a coulé pour 20 millions de filtres. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. En plus de tout ce projet, à tous ces investissements massifs pour doter le port autonome de matériel adéquat pour atteindre des objectifs de performance, tout à l'heure je vous ai dit, et de compétitivité, et l'arrimer aux standards internationaux pour répondre aux instructions du président depuis 2011, on ne s'est pas arrêté là. Le chantier de modernisation continue. Une année, hein, on est en 2020. Création d'un réseau d'eau potable du parc dans le cadre d'un projet à coût global de 26 milliards 281 millions 698 francs CFA. 26 milliards 281 698 160 francs CFA. En un an. Je dis bien près de 27 milliards engagés pour construire le réseau d'eau potable. Un port doit être attractif, beau. Un port n'est pas un endroit de désespoir, comme c'était le cas avant. Vous l'a dit, vous arrivez au port autonome avant, vous avez envie de fuir. Ça ressemblait à rien, ça puait. Ça puait. Il est en train de faire du port un endroit beau. Comme tous les ports au monde, un endroit beau, un endroit de vie, un cadre de vie. Un cadre de vie. On ne vient pas seulement faire ce qu'on est en train de faire à l'entrée, on peut vivre. Donc, le port est en train de créer son réseau d'eau. Ce projet est déjà arrêté et financé. Hein. Les financements sont bouclés. On ne cherche pas le financement, c'est déjà bouclé. En dehors du réseau d'eau potable, il y a dans le même projet de modernisation une composante défense contre l'incendie. Écoutez bien. Arrimée aux standards internationaux, dont en particulier le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires. Ça, ce sont des choses qui crédibilisent un port et le rendent attractif. Quand vous avez ça. On est toujours en 2020, M. Bertoundi. La même année, 2020, du 1er janvier au 30 juin 2020,
la régie en terminal, la régie du terminal à conteneurs a réalisé un chiffre d'affaires de 23 milliards 982 millions de francs. La régie qui était contestée par... Vous avez bien compris. Je dis de janvier à juin, de janvier 2020 à juin 2020, en 6 mois, il a réalisé ce que Bolloré faisait en quasiment 1 an et demi, 2 ans. Il est là. Il versait 4 milliards et demi par an. À l'État. Écoutez-moi bien. Là où M. Bolloré versait 4 milliards à l'État, Il fallait même en les 6 décès. mois, en 6 mois, Là où Bolloré versait 4 milliards à l'État, 4 en 6 milliards mois, et demi en un an, et pour verser cet argent, il fallait les C'était un décès. problème. C'était un problème. en 6 mois, en 6 mois, oui. le port autonome, le PAD, la régie du terminal à conteneurs a réalisé un chiffre d'affaires de pratiquement 24 milliards de francs en 6 mois. Monsieur Berluton. Avec C'est-à-dire 2 mois de 4 ans, confinement. 4 ans au temps de Il faut Bolloré, préciser 2 pratiquement. mois de confinement. Où Écoutez bien. pratiquement l'activité Après portuaire était avoir, bloquée. après avoir baissé les coûts de prestation de 10%. 10%. Et au moment de... Il faut que le monde entier entende ce qu'on a dit. Je n'ai pas fini. J'ai fini par ça. Maintenant, Oui, je vous reviens chutez à la par là. question- à la question du dragage. C'est bien tout dit. Pendant près de 15 ans, quand le port était entre les mains des criminels, le coût des activités de dragage sur 15 ans, tout à l'heure Bertrand l'a dit, s'est chiffré à 156,3 milliards de francs CFA, soit une moyenne de 10 milliards, de 10,4 milliards par an, uniquement pour le dragage du chenal d'accès au port de Douala. Avec la régie qui a été mise là. Vous savez ce que ça veut dire? Monsieur Suringo a un défi. Donnez-moi, je vais trouver ça. Je l'ai ici. Mettez-moi de le faire. Et il est important que nous ayons ces chiffres. Les chiffres relatifs au dragage. Au dragage. C'est-à-dire, voilà, je les ai ici, merci. Donc, le défi, c'est de réduire ces coûts de manière à ce que l'État économise sur les 15 ans, sur 10 ans, près de 100 milliards de francs CFA. C'est parce que, je répète, le défi qui se sont fixés, et ça a commencé avec l'acquisition de tous ces engins-ci, l'État va économiser tellement de milliards par an qu'au bout de 10 ans, on aura sous la main près de 100 milliards, rien qu'en termes de gestion, pour avoir rationalisé la gestion du dragage. C'est parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Imaginez donc si vous avez une perspective financière de 100 milliards. 100 milliards, vous pouvez emprunter de l'argent. Vous êtes crédible, vous pouvez emprunter de l'argent pour investir. Le port autonome a aujourd'hui des manœuvres extraordinaires. En une année de gestion, l'année n'est pas encore finie. L'équipe Seringo a dégagé des marges de manœuvre, des marges financières que M. Bolloré a été incapable en un an de dégager sur près de combien? Il a fait 20 ans. 20 années de concession. Écoutez bien, pendant 20 ans de concession, M. Bolloré n'a pas été capable de libérer comme marge de manœuvre financière, de réserver, de donner au port une réserve, un matelas financier de 2 milliards. 20 ans, il est en termes de réserve. En une année, le monsieur Seringo et son équipe dégagent une perspective de 100 milliards. C'est-à-dire 100 milliards. Comme perspective, comme capacité pour le port d'emprunter et d'investir. Qui pouvait imaginer une telle performance? C'est bien tout dit. Je suis dedans en disant ceci. Oui. Face à tout ça, vous imaginez que ceux qui ont perdu la concession, ceux qui constituaient l'État dans l'État sous Bolloré, ne dorment pas. Alors, ils ne dorment pas. Matin, midi, soir, ils sont en train de réfléchir comment ils vont renverser ce staff-là, cette équipe-là, et redonner le port à Bolloré. Je dis bien, à Bolloré. Ramener Bolloré ou d'autres réseaux prédateurs qui seraient ses prête-noms pour venir se réinstaller aussi. Avec des chiffres de cette situation, est-ce que ce sera possible? En tout cas, merci. Non. Vous sortez définitivement. Non, je pense qu'il a raison. Ils ont leur capacité, ils ont leur connaissons plan comment ils et marchent. leur manœuvre. Je vous dis ce que ces gars préparent. Parce que nous, on était aujourd'hui à la cérémonie, j'étais assis. J'ai écouté le discours de M. Seringo. M. Bertouni, ce n'est pas un jeu. C'était un discours patriotique.
la défense de la souveraineté. Il l'a dit et il l'a répété avec des mots crus. Je vous le dis. Crus. En face de lui, certains qui étaient assis là sont dans le réseau Bolloré, qui ne voulaient pas que ce port-là décolle. Donc vous comprenez que quand il parle comme ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est une bataille. Et nous devons maintenir la veille stratégique. Parce que quand on aura fini avec le port, on stabilise le port, il y a des chantiers qu'il faut déclencher dans la bagarre. L'autre secteur électrique, il faut parachever ce qui a commencé pour reprendre ce secteur. Merci. Le secteur de transport avec Amran. Merci. Et d'autres secteurs. Merci, vous êtes déjà sorti là. Bertrand Tatinda, on va là avec vous sur les éléments, les chiffres et la situation réelle du port autonome actuellement, avec la grande révolution, ou tout au moins le grand déploiement de ce jour. Le grand frère Galous, que je salue, Fouda, a pratiquement balisé le débat. Il insiste d'abord sur quelque chose. Les hommes. Il faut saluer le directeur général du port de Douala. C'est un diplômé de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, qui forme, comment je vais dire, que la crème de notre fonction publique. Elle n'a pas que formé de mauvais fonctionnaires. Ah, c'est bien de le faire remarquer. Non, ça, il faut le dire. Quand tu formes des fonctionnaires, c'est un fonctionnaire à un moment donné qui décide, lui, d'être mauvais. Vous en avez, certes. On peut revoir, comment je vais dire, que sa structuration. On peut questionner, comment je veux dire, que le monopole qu'elle exerce sur les fonctionnaires en un même site. Est-ce qu'il faille que dans une même école, on retrouve les inspecteurs du Trésor, les inspecteurs de douane, les magistrats, et tout ça pour qu'à la fin, ils montent un groupe WhatsApp, anciens diplômés de l'ENAM, et que quelques-uns se mettent, comment je vais dire, à défendre des intérêts de famille. Ça, on peut en discuter. Mais en même temps, qui a construit cet État? En grande partie, cet État s'est aussi construit avec des diplômés de l'ENAM, qui ont décidé, eux, d'être indépendants et de bien travailler. Ceux qui ont été condamnés lourdement par la justice, qui ont dirigé ce port, il y avait aussi un diplômé de l'ENAM parmi. Donc, vous voyez donc qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons besoin véritablement des fonctionnaires bien formés. Deuxièmement, il faut être courageux. Est-ce qu'il y avait quelqu'un en ce moment à voir, comment je vais dire, le déterminisme, je ne sais même pas si on le dit, et le courage de M. Cyril Zunga et de son équipe? Ben, ça, il va y aller, comment je vais dire, au courage. Au courage. D'ailleurs, le discours aujourd'hui qu'il va prononcer devant le Premier ministre est un discours révolutionnaire. Je ne l'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un directeur pratiquement d'entreprise publique dire autant de vérité devant le Premier ministre. Et le Premier ministre était là en tant que représentant du chef de l'État. Donc, en fait, il parlait au chef de l'État. À la fin, le rituel de remettre le discours au Premier ministre, c'est une façon de dire que, monsieur le Premier ministre, transmettez-le à qui de droit. Je peux vous dire que demain, le président de la République lira le discours. Et tout est là. En 2011, il le dit. Faire un port de référence dans le golfe de Guinée. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays dans le golfe de Guinée. C'est dans le golfe de Guinée, le pays dont l'économie est la plus résiliente. C'est-à-dire les fondamentaux sont bons. Les bases sont solides. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. Moody's, Fitchers, Standard & Poor's sont en quelque sorte les cabinets de notation. Nous, on n'a jamais considéré et respecté les cabinets de notation. Parce que les bases de notation sur lesquelles ils se basent, nous, on considère qu'on ne peut pas le considérer comme véritablement rigoureux dans les pays qui ne gèrent pas la totalité de leur souveraineté. Mais eux, ils arrivent à dire que ce pays, investisseur, prêtez de l'argent à ce pays. Il n'y a aucun risque. Et vous voyez chaque fois, d'ailleurs là, il y a quelques jours là, le Cameroun vient de lever quoi? Je crois 30 milliards. On en était pratiquement à 40 milliards. C'est-à-dire que les banques, tout le monde suit. C'est le fruit du travail d'un président de la République sage qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il sait où il amène ce pays. Il sait où il amène ce pays. Sur les 10 dernières années, la grosse mafia du port s'est reposée dans ce qu'on va appeler le dragage du chénal. C'était pas sérieux. Monsieur Cyril va nous rappeler l'historique de cette histoire.
Quand les Camerounais géraient le port, avant que les voyous, des voyous, excusez-moi de le dire, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international viennent démanteler le port. On draguait à 350 millions. Vous savez ce que les voyous vont faire? On va arriver à draguer à 10 milliards. 350 millions, 10 milliards. Des Camerounais vont accepter de le faire. Par an. Sur les 15 dernières années. 350 millions, 10 milliards. 10 milliards. Et on le facturait au port. Le port devait payer. Comment vous êtes compétitif? Au-delà du fait que la Banque mondiale va venir, comment je vais dire que démanteler notre port, prendre le terminal le plus rentable, dire à DIT de le prendre. DIT ne présentait pas 5 francs, n'avait rien. BNP Paribas va donner les engagements financiers. Rien, le papier. On va signer à Paris un papier et lui dit allez présenter aux autorités camerounaises. Le Fonds monétaire international, on va dire quand même il faut déposer quand même un petit dépôt. La SFI, banque de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, va sortir 600 millions. Un commerçant du marché Mbopi, M. Galous et ses amis rassemblent 600 millions et déposent à l'État du Cameroun. Bolloré va venir prendre le terminal. On va arriver à ça. Chaque année, les enchères montées. Ça va passer de 350 millions, 4 milliards, 6 milliards, 10 milliards, ainsi de suite. Comme ils diront, on ne verra jamais le sable. Et on le facturait, on menaçait de fermer le chenal. C'était le chantage sur votre autoroute maritime. Le port autonome de Douala avant celui de Kribé, c'était 90% d'échanges avec l'extérieur. Regardez ce qu'on fait vivre un pays. Des Camerounais vont y participer. Certains à la direction du port autonome de Douala, d'autres à Yaoundé, appelés intouchables. Ah, c'est pour ça que... Des appelés intouchables. Vous parlez de ceux qui sont cachés, c'est ça? De véritables voyous, de véritables voyous. Et c'est pour ça que nos NNP, on a toujours soutenu l'opération Épervier. Et nous allons comprendre pourquoi beaucoup vont cracher sur l'opération Épervier. En disant que cette histoire, nous on va soutenir l'opération Épervier. Aujourd'hui, c'est une victoire. C'est une victoire du président de la République, effectivement, avec les transformations qui se font aujourd'hui. De faire de ce port, comment je vais dire, un port d'excellence dans le golfe de Guinée. Mieux, M. Etundi, de se projeter sur l'avenir, en faisant de Manoka le prochain port en eau profonde, comment je vais dire, de notre ville de Douala. 45 millions de kilogrammes, en quelque sorte, de tonnes de marchandises. Et M. Cyril Vos va lancer un appel aux investisseurs. Investisseurs sérieux. Mais attention, aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir même dans une autre pratique et dans d'autres techniques d'investissement. Nous n'allons plus nous contenter des gens qui viennent, ils déposent un certain argent et ils disent qu'on va construire le port. Galous le dit, les Camerounais doivent même participer, comment je vais dire, à rechercher les fonds. Moi, Bertrand Tassinda, aussi petit que je sois, le DG du port autonome a donné en quelque sorte l'instruction. Je veux à mon petit niveau chercher des investisseurs pour amener au Cameroun. Chaque Camerounais doit être, comment je vais dire, un attaché commercial de ce pays. Le pays appartient au président de la République, il le gère. On lui donne mandat, il gère. Il vous donne une ambition de faire une presqu'île. Manhattan, c'est une presqu'île. C'est ça qui va enrichir les Trump. Son père va comprendre rapidement que les gratte-ciel à Manhattan peuvent devenir le jackpot de l'immobilier aux États-Unis et à New York. Et fera de son fils, qui n'est qu'en quelque sorte un promoteur immobilier, le président des États-Unis. Le président dit oui, pas le Manhattan, mais comment je vais dire que une Camerounité dans le développement portuaire, au-delà de nos ambitions. Et c'est ça qui tire le produit intérieur brut. Donc quand le président vous dit émergence, comment je vais dire qu'en 2035, et il a une ambition de mettre un port, de mettre sur pied un port 2 fois plus compétitif en quelque sorte, et 2 fois plus grand en termes de capacité de la ville de Douala, et dire que chers Camerounais, amenez les investisseurs. Moi, le président de la République, en quelque sorte, je donne tous les pouvoirs. C'est-à-dire que les 25 millions de Camerounais ont aujourd'hui reçu pouvoir d'aller chercher les investisseurs. On peut donc dire qu'avec la révolution du port autonome de Douala, il y a une jonction. Il y a une jonction et tout, et même avec Kribi, et même avec Limbé. Vous voyez donc pourquoi on nous réveille un certain type de sécession. Parce que vous avez un certain type d'investisseurs qui avaient considéré que le port autonome de Douala était le marigot de papa. C'est-à-dire ils sont venus s'enrichir. Monsieur Etundi, même nous débarrasser de la jachette en eau, ils n'ont rien fait. Ils se contentaient d'acheter un tabouret, de mettre un petit guichetier, et à chaque fois qu'on retirait un conteneur, ils pointaient de l'argent.
On va enrichir un individu. Il va aller racheter Vivendi. Il va aller racheter Canal. Il va bomber le torse en France, qui pèse 18 milliards d'euros. Un voyou. Un voyou, un véritable voyou. Il a fallu véritablement que ce pays fasse preuve, comment je vais dire, d'un trop plein de nationalisme et de patriotisme. Au-delà du fait que tout n'est pas parfait. Parce que oui, il faut le dire. Le directeur général du port autonome de Douala, le tapis rouge ne lui sera pas, comment je vais dire, que déroulé. Comment je vais, un certain nombre, comment je vais dire, de tireurs à gage sont cachés. Mais ils trouveront des Camerounais aujourd'hui qui n'acceptent plus. Plus jamais notre pays ne sera une colonie de la France. Il faut bien qu'on le comprenne à l'Élysée et qu'on le comprenne à Matignon. Nous avons droit aussi au bonheur avec un certain type de capacité. Donc c'était un peu comme une bénédiction. Je vais vous donner le nom d'une grande figure, d'une grande figure qui va recevoir, comment on va dire, que le baptême en quelque sorte d'un appareil de Chénal, un Dika Pondo. Vous savez qui c'est? Son père va participer en quelque sorte à la signature du traité germano-douala. Donc il fallait voir cette fierté. J'ai été fier de voir les notabilités Sawa, ce peuple de l'eau, fier, grand, bénir cette histoire. En présence du ministre d'État, avec le nom de Dika, avec le nom véritablement de quelqu'un qui a bâti l'entité administrative. Et je peux vous dire qu'un nom comme celui-là a été choisi par aussi les plus hautes autorités. Vous voyez que même dans cette démarche-là, on associe nos ancêtres, on recherche la bénédiction. Et nous croyons véritablement que voilà la voie à suivre. Et M. Sirungo, en quelque sorte, n'est que quelqu'un qu'on utilise. Il n'a pas d'ambition, il veut rien. Il veut que aimer son pays, servir son pays, donner de la grandeur. Toute la pertinence et les enjeux des régionales. Le président de la région de la ville de Douala devra intégrer ce processus. Donc moi, qui vis à Douala, habitant de Douala premier, natif même déjà par adoption, je ne suis pas un autochtone, ils m'ont adopté les Sawa, natif même déjà par adoption de Douala premier, nous attendons faire de Douala véritablement la ville la plus forte, le port le plus fort du golfe de Guinée. C'est ça le Cameroun qui gagne. Merci à vous, Bertrand Tatinda. On accueille très rapidement, avant de revenir à vous, Président Gallus Soula, parce que c'est quand même vous qui êtes le premier locataire du port autonome Douala ici, là, en tant que président d'un syndicat. Henri Diabaté Mandeng, bonsoir et bienvenue à Face à l'actualité. Bonsoir, mon cher Hubert et Tundi. C'est un plaisir pour moi d'être là en cette soirée. Je voudrais saluer tous les panélistes. Bertrand le métronome, Bertrand Tatinda, mon frère de toujours. Je voudrais saluer le président Bandakani. Je voudrais saluer le président Gallus Fouda. Quand je les vois, je comprends que le Cameroun est toujours debout. Le Cameroun ne peut pas mourir. Parce que c'est un vieux combat, c'est un combat qu'on a mené depuis au moins 15 ans. C'est un combat qu'on mène pour la reprise de la souveraineté du Cameroun. Et ça, c'est tout à l'honneur de tous ceux-là qui ont participé à ce combat. Je pense à Jules Koumkoum, je pense à Joseph Bertrand Autou, je pense à tous ceux-là, ces millions, à tous ces employés chassés du port, qui travaillaient dans le dragage, qui ont été expulsés du port sans qu'on ne leur donne 5 francs. Tout simplement parce que la mafia s'était attaquée à notre pays. Elle avait paralysé le pays. Je pense que c'est un grand soir aujourd'hui. C'est un grand soir. Oui, c'est un grand soir. Parce vous entrez par là, oui, la grandeur de ce soir. Oui, il faut comprendre. De ce qui s'est passé en journée. Oui, il y a deux images fortes qu'il faut retenir de cette soirée, surtout du discours du DG. En 1980, le président Aïdjoa débarque ici à Douala. Il vient inaugurer les travaux d'extension du port qui avaient été faits depuis 1976 parce qu'il voulait que le port de Douala soit au cœur de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, sur toute la côte, sur tout le golfe de Guinée. C'est le port de Douala qui devait être au cœur des transactions économiques. Alors, on a étendu le port. On a voulu que le port de Douala ait un accès, un lien direct avec la ville. Vous voyez ces extensions sur Aqua. C'est ça les travaux d'extension du port. Donner au port, créer de nouveaux quais. Et le port a acquis quelque chose de fondamental qu'on appelait la drague, une drague, la Youpé. La drague Youpé venait remplacer la drague Garoua qui était en fin de course. Et la drague Youpé permettait au port de Douala de draguer et le chenal et les pieds de quai. Donc, parce qu'il faut comprendre
que sur près de 50, le chenal c'est 54 km et il y a 24 en interne. Donc il fallait véritablement draguer les quais. Il fallait draguer ce chenal pour enlever, c'est-à-dire enlever le sable pour que les bateaux puissent intégrer le port. Et ça, la drague l'a toujours fait. Un matin, on ne comprend pas. Des gars débarquent. Je passe sur la complicité des fonctionnaires camerounais qui ont fait une pression infernale sur le chef de l'État en lui disant quand on va privatiser, ça va apporter l'argent, ça va nous permettre de moderniser le port et ça va nous donner plus d'argent. Ils ont désosé le port. Et les statuts du port étaient clairs. L'article 4 des statuts disait que si en cas de privatisation au port, c'est-à-dire de cession d'une ou partie du port, d'une entité du port, le dragage en était exclu. Parce que le dragage, c'est la clé. La clé du port, c'est quoi? C'est le chenal. Le chenal, c'est l'autoroute. C'est-à-dire qu'il va d'ici là jusqu'à Cap Cameroun, 54 km à bouée de base. Si on bloque le chenal, tu as tué le Cameroun. Donc, il ne faut pas, on ne peut pas, et on doit avoir la maîtrise du dragage. Les gars ont fait une pression infernale. Ils ont pris le dragage, ils ont inclus dans la privatisation. C'est incroyable, c'était une erreur pas possible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris nos appareils, c'est-à-dire nos dragues. Ils ont pris nos dragues et notre personnel et ils nous facturent. Ils prennent encore le sable qu'ils enlèvent là, ils se partagent encore ça derrière. Ils ne nous donnent, c'est-à-dire, on était dans une situation incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait le bambé dans notre propre pays. Donc, les gars nous facturaient à des prix. C'est Bertrand Tatinda qui parlait des prix du coût du dragage lorsqu'il était effectué par les privés. Un jour, on a appris, parce que nous, quand on faisait le dragage, c'était 250 millions, 300 millions, annuellement. Hein. Un jour, les gars ont amené une facture au chef de l'État. Ils ont dit au chef de l'État que c'est 36 milliards. Le chef de l'État a dit, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous assure. Et jusqu'à la fin, vous avez vu, ils ont, de façon très adroite, ils vont chercher les dragues à l'extérieur. Pourquoi? Ils ont dit que nos dragues ne sont plus efficientes. Ils ont pris la drague Youpé. La drague Youpé s'est arrêtée un matin à cause d'une panne d'huile. Ils l'ont laissée là-bas au port. Idem pour la Chantal Biya qui draguait les quais. C'est-à-dire inexplicablement, elle pourrissait là, tout le monde la voyait, pour une pièce bénigne. Mais les gars, il fallait tuer ces instruments pour aller chercher les appareils loin. Donc, Yann de Noul vous dit qu'ils ont pris une drague au Paraguay. Et c'est nous qui devons payer le... C'est-à-dire, tu viens défricher dans ton champ, et puis tu me payes tout jusqu'à la machette. Non, comme je suis allé chercher la machette loin là-bas, il faut payer le transport et tout. Vous avez vu les derniers qui étaient la Tchèque. Ils avaient une drague qui venait de Montevideo en Uruguay. Cette drague nous coûtait 10 milliards. Ils ont pris 18 milliards en 2 ans. Oui, ils ont pris 18 milliards en 2 ans, merci. Ils ont pris 18 milliards en 2 ans. C'est tout pour dire une fois que le Cameroun a pu, grâce à l'entreprise du directeur général du port, se munir des instruments de la drague. C'est la quête de la souveraineté. Ce qui s'était passé en 78, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'était la quête de la souveraineté. Aujourd'hui, c'est la quête, la maîtrise de la souveraineté. C'était le défi de la souveraineté. C'est ça qui est important parce que, comme le DG l'a dit, fini le chantage. Parce que si on nous paralyse le chenal, on est mort. Hein? Le port meurt. Donc les gars, c'est-à-dire qu'on a bloqué l'accès au port, du port. Alors les gars, ils savaient qu'ils nous tenaient quand ils contrôlent le dragage. C'est pour ça que vous avez vu, c'est le président Bandakia qui en parlait, les visages de certains qui étaient assis au premier rang, ils regardaient, ils n'étaient pas tout comme. C'est comme s'ils avaient avalé le Njangsang et les concombres. Les gars étaient fâchés, ils étaient fâchés, je vous assure, ils n'étaient pas contents parce que, pour une fois... Et des Camerounais qui ne sont pas contents. Mais oui, ils n'étaient pas contents. Parce que c'est la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un cri d'indépendance. Voilà des hommes qui ont dit on ne meurt pas. Ils ont décidé de reprendre leurs choses en main, leur destin en main. C'est ça qui est fondamental. Ce qui s'est passé au port aujourd'hui, c'est la reprise en main du destin du Cameroun. Je ne vais pas revenir sur les gains que le président Bandala très bien expliqué tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur les gains. Mais je dis fondamentalement, je vous assure, 40 ans plus tard, c'est-à-dire depuis 78, 40 ans plus, on a attendu 40 ans. Aujourd'hui, on est sorti du désert là. Ça fait 40 ans.
On est sorti du désert. Je crois bien qu'aujourd'hui, en 2020, il faut bien se poser la question. Aujourd'hui, je pense que c'est possible. On va libérer le dragage. Le dragage, on va le maîtriser parce que je vous assure que lorsque on a introduit le dragage dans la privatisation du port, bon, c'était comme nature. Notre règlement ne le précisait pas, mais Bolloré a tout fait. Il a récupéré ça par la force. Et nos fonctionnaires l'ont aidé. Et ils sont là. Un jour, ils vont rendre gorge. Un jour, la justice les poursuivra. Même la justice immanente les suivra partout où ils seront. Parce qu'on les connaît. Moi, je les connais. Et ils savent que je connais la vérité. Et il y a de nombreux Camerounais qui connaissent la vérité, ne peuvent rien me faire, qui ne se trompent pas. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, il se pose un autre problème, c'est qu'au niveau du dragage, c'est-à-dire On va sortir par là. Au niveau du dragage, il faudra qu'on forme les Camerounais au dragage, aux techniques du dragage, par tous les moyens. Parce qu'on avait une génération d'ingénieurs, de techniciens, et cette génération, la plupart du temps, on les a chassés des services techniques du dragage, ils sont partis. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a pensé à la génération qui viendra après? Donc, le port, c'est un métier, c'est une entreprise de métiers techniques. Il faudra maintenant que les professeurs d'histoire géo qui sont là-bas, qui sortent de là-bas, les professeurs de littérature qui sortent de là-bas, le port va devoir revenir aux techniciens. Le président Galus Souda dit toujours, c'est pour les techniciens, nous on est les techniciens. Il faut aller chercher des techniciens, ceux qui sont aguerris aux techniques portuaires. C'est à eux maintenant de gérer le port. Le port c'est des perspectives extraordinaires. Quelqu'un parlait tout à l'heure de Manoka, de l'extension. On était à 1000 hectares. Le port n'occupe que 600 hectares. Hein. On est à 1000 hectares et on peut aller plus loin. Parce qu'il faut même penser à revoir le Limbe Shipyard. Créer le combinat portuaire, non plus Douala-Bonaberi, mais Limbe, Douala, Kribi, avec EDEA, une extension sur EDEA. Ce combinat portuaire-là va relever c'est au moins 500 000 emplois. Tout parce que tous les emplois qu'il y a sur terre sont sur mer. C'est extraordinaire. On a des perspectives qui s'offrent à nous. Et ça, c'est tout à l'honneur du directeur général du port Ngor, Cyrus Ngor, qui a donné cette impulsion avec courage, avec patriotisme. Je pense que notre société s'est sécrétée en son sein, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Et notre société s'est sécrétée des gens qui sont des agents publics, des commis qui ont encore le courage, qui sont animés de ce patriotisme-là. Et il ne faut pas croire que notre société ne peut pas, c'est-à-dire n'a pas la capacité de gérer un certain nombre de situations. On peut le faire. Ça, je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur. Et je vais terminer par là. Saint Augustin, qui est peut-être l'un des théologiens les plus forts de l'histoire du catholicisme, Saint Augustin disait, les temps ne sont pas mauvais. C'est nous qui sommes mauvais. Si on est bon, les temps seront bons. C'est plus que jamais une invite à tous les commis publics. Attention, soyez bons, les temps seront bons. Merci à vous. Alors, président Galus Fouda du Centrax, la politique du Centrax, c'est pratiquement la priorité aux nationaux. Alors, aujourd'hui, vous évoquez quand même une crainte, quelque chose de... Vous dites non, il faut qu'on laisse les mains libres au directeur. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de manière claire? Je crois que vous me posez une question-réponse. Le président Barakani a fait allusion à cela. Le docteur l'a fait et Diabaté l'a fait. Vous qui êtes au port, quotidien. Je suis au port. Je suis encore au port et je suis au port. Ouais. Et quand je vous parle du port, parce que ça fait pleurer. Mais aujourd'hui, nous étions nos larmes. C'est l'indépendance du Cameroun. Parce que ce qui vient de se passer au port, ça doit donner la leçon à tous les Camerounais. Je vais vous dire une chose. Au Cameroun, il y a tout. On sait ce qu'il faut faire. Les Camerounais savent travailler. Mais ils ont décidé de mal travailler au Cameroun. Tous les Camerounais sont très intelligents. Ils savent où se trouve le problème du Cameroun, mais ils refusent de travailler.
parce qu'ils veulent détruire le Cameroun. Parce qu'ils veulent faire chuter la politique du fils de Yanga. Quand vous suivez l'orientation qu'ils donnent. On revient sur le port. Ce qui me fait le plus mal, et très mal, tu as une affaire qui donne 300 millions par an. Quelqu'un veut te dire que mon affaire donne 10 millions. Il te donne 500 000. Eux qui prennent le beefsteak à Yaoundé, le Medoumoun bon, c'est-à-dire le manioc trempé, parce que quand tu as déjà mangé ça, tu ne réfléchis pas beaucoup. Dès que tu avales ça, aussitôt tu prends, tu signes. Tu brades ton pays. Parce que tu ne veux pas réfléchir. Le type te traite d'idiot. C'est-à-dire, ils sont à Yaoundé. Ils ont pris l'argent de l'État. Ils ont dessus le président de la République. Si je vous raconte une histoire de ce pays, c'est les jeunes qui ont dessus, c'est les jeunes qui ont détruit ce Cameroun. Parce que le président Paul Biya a travaillé avec quelqu'un qu'il pouvait enseigner. Il est resté tranquille. L'humilité, la simplicité pendant 20 ans, il a pris le pouvoir 49 ans. Il a nommé une génération. Jérébéry Mbola Lima, nommé Ngoïdor, etc. Il les a fait partir. Il a fait venir la jeunesse. Il y a certaines personnes qui sont en prison. Il y a 20 ans, ils avaient quel âge? Ils avaient sanctionné son âge. Marafa a été nommé secrétaire d'État aux finances à 40 ans. Et il est devenu membre du bureau politique à 44 ans. Alors que Jean-Fameux Ndongova est membre du bureau politique à 61 ans. Labaran a été nommé ministre à 27 ans. Siam Siwe a été ministre à 38 ans. Il a confié donc le pays à la jeunesse. C'est eux qui ont détruit ce pays. Quand tu regardes bien, montre-moi les immeubles de Biayaoundé. Tous ces jeunes qu'il a choisis, les professeurs, les machins, leurs immeubles, vous le savez. Je vous apprends rien. C'est là qu'on a chuté. On a perdu plus de 50 sociétés, y compris le port. Brady le port. Et le port est devenu un centre de mafia. Parce que le monsieur savait que je vais amener les sacs de prunes à Yaoundé, on ne va rien me faire. Dès que tu touchais, et voilà, je veux revenir techniquement à ce que le président Badakani disait. Le monsieur était armateur. Celui qui a les navires. La douane ne maîtrise pas ce qu'il transporte. Celui qui dit à la douane que j'ai transporté 10 plantains. Tu ne sais pas s'il a transporté 50. Ça arrive. Celui qui est maintenant à Cogné, celui qui décharge le même conteneur. La même personne. La même personne. Celui maintenant qui dédouane la même personne. Qui dédouane le même conteneur, c'est la même personne. C'est la même personne maintenant qui transporte. C'est la même personne qui met sur le rail. Vous allez maîtriser quoi? Quelle est cette histoire que dès que tu touchais à un conteneur, je vais appeler et tout dit. Aussitôt on te gibait. C'était comme ça. J'ai parlé de la sécurité de l'État. D'où sortent Boko Haram, les armes que nous voyons aussi. Excusez-moi, beaucoup de choses passaient là. Pourquoi? Parce qu'on a laissé notre pays pour XY. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Vous avez vu la RTC. Les gars, ils sont venus même pour saboter le système de gestion de données par satellite. C'est quelques Camerounais qui ont dit non, vous mentez. On a eu les perturbations de 2 heures de temps, on a pris 24 milliards autant de Covid. Combien de fois il n'y avait pas de Covid? Ils disent à Yaoundé que c'est eux qui amènent le trafic. Ce n'est pas vrai. C'est les Camerounais qui achètent leurs marchandises, vous venez les déposer, vous dites que c'est le trafic. C'est là qu'ils trompaient les gens. Et pendant ce temps, aujourd'hui, ces messieurs sont très forts. On parle de la basse, on parle de ceci, on parle de ceci. C'est notre propre argent. Qui l'a pris?
Et le Camerounais ne vit mal chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'investir. Ça provoque le désordre. C'est pour ça que j'invite tous les Camerounais. Même quand on parle de nos eaux, quand on parle de ceci, ces gens nous ont déstabilisés. Avant l'ONU, il y avait combien de Cameroun? Il y avait un seul Cameroun. Et tous ces chefs s'aimaient. Douala Mangabel, Charles Tangana, Doumbé Douala et autres. Ndoye Aruna. Tous s'entendaient. Ils tous étaient unis. Aujourd'hui, le Cameroun est divisé. Pourquoi? Pour nous perturber. Non seulement ils nous perturbent, ils divisent le Cameroun pour venir nous piller. On en voit comme celui-là, comme vous avez suivi. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que le Camerounais ne veut pas reconnaître la valeur qu'ils ont. Je suis très content aujourd'hui. Nous sommes des Bantous. Et Siringo a confié la drague à M. Dika. Nous connaissons la tradition. Il confie aux ancêtres. Et ça va marcher. C'est un rituel très traditionnel. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons des traditions qu'il faut respecter. Si la démocratie était assise sur nos traditions, on ne devait pas faire le désordre. Pour moi, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est-à-dire, unissons-nous quelque part pour écraser, même s'il a raison. C'est pour ça que je dis une chose, c'est que le Cameroun est déstabilisé. Il faut aller plus loin. Ndoye Aruna avait inventé l'écriture 89. Pourquoi on n'a pas expérimenté ça? Hein? C'était un génie. Et l'histoire du Cameroun n'est pas enseignée. Pourquoi? Ndiamdouke, qui était l'amant de Ndoye, avait pris le pouvoir. Ndoye avait 5 ans. Pourquoi on n'enseigne pas l'histoire du Cameroun à nos enfants? Ça partit déjà le patriotisme. Nous avons l'hymne national. Je ne comprends qui est universel. Au Cameroun, bercent nos ancêtres. Au Gabon, bercent nos ancêtres. Au Canada, bercent nos ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on fait appel à nos ancêtres? Hein? D'où sort cet hymne? Il faut regarder tout ça. Parce que le Cameroun veut dire la crevette. Vous avez vu combien de Camerounais connaissent la crevette? Vous avez vu le symbole du Cameroun quelque part ici dehors? Spirituellement, les gens nous trompent. On oublie nos forces. Parce que le Cameroun a plusieurs forces. Nous avons une force aquatique. Nous avons une force de la savane de lion. Nous avons une force des arbres. Nous avons des écorces. C'est un pays béni. Si on respectait nos traditions, comme on le fait à l'Ouest, ce n'est pas n'importe qui devient chef à l'Ouest. Il faut passer par la LACAM. Aujourd'hui, les gens disent Bia, Bia, Bia. Nous oublions que nous sommes Bantous. Le Bantou a besoin qu'un seul chef. Et le chef autoritaire, le chef nous fait marcher. C'est pour ça quand on parle de démocratie, désordre, c'est pour ça que je dis à Kamto, par exemple, moi je me moque un peu de lui. Comment tu peux dire que tu vas aller enlever Bia qui a été élu? C'est un exemple. Est-ce qu'il lui peut aller enlever un chef que la LACAM a choisi à l'Ouest? Il va mourir. Donc il va attaquer. Nous avons choisi Bia. Comme la LACAM lui veut l'enlever, il va mourir. Spirituellement, c'est un agitateur. S'il faut revenir là-dessus. Donc je ne vois pas ce politicien parler de choses sérieuses. Je n'ai jamais entendu ce monsieur dire que, où est la sonnelle, où est ceci, où est cela. C'est non, Paul Biya, le pouvoir, ce n'est pas ça. Quand tu as tes diplômes là-bas quelque part, tu les cherches, Dieu donne ses doctorats à quelqu'un ici pour rien. Il faut qu'on le sache. Aujourd'hui, celui qui vient de démontrer qu'il est Camerounais et il est Bantou. Quand il a associé ses forces traditionnelles, j'étais dans mon assiette, c'est comme ça que j'ai agi le Bantou. Alors, nous pensons que, je ne voudrais pas aller dans les chiffres. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui le port ressuscité. Et c'est le Cameroun. Parce que la façade maritime, c'est le cash flow.
Et le monsieur nous a foutu en l'air. Il a la façade maritime, il prend les rails. Les bassins ont des problèmes aujourd'hui économiques. 26 gares ont été supprimées. Il y avait l'Intercity, il y avait l'autorail, il y avait le régulier, la couchette, la navette, tout ça. Ces trains sont partis où nous sommes foutus. On a régressé de combien d'années? Vous comprenez une chose, là où ce monsieur nous a mis, il mérite la pendaison publique au Cameroun. Les gens sont morts à Ezeka. Le Cameroun n'a pas donné. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini la cabosse, comme on dit à mon patois. C'est terminé. Il faut que ces gens qui sont pleins de décisions, qui comprennent que ce n'est plus ça. Parce qu'il ne faut pas continuer à créer des bombes à retardement avec les décisions qu'ils prennent. Il faut qu'ils sachent une chose, c'est que le karma existe dans la tradition. On pille l'État, ça peut retomber sur vos enfants. Même des mots après-demain. Alors, c'est pour ça que j'attire l'attention à tous les Camerounais, à tous les portiers. Ça fait plus de 7 ans, 10 ans que je parle de ce port. Qu'on nous pille, on nous pille, on nous pille. Un beau pays, on nous pille. Mais ce n'est pas possible. Vous avez 1 milliard, ça fait 1000 millions. Tu manges 100 000 francs par jour, ça fait 27 ans. Tu as 70 ans, tu vas amener où? C'est la malédiction. Je veux donc appeler tous les gens du clergé de prier que nous sommes envoûtés. Qu'est-ce qu'on fait avec tant d'argent? Dites-moi vous-même, tu ne peux pas manger plus de 4 poulets par jour. Tu préfères que les Camerounais meurent de faim? Parce que, et ce qui se passe, c'est que dès qu'on te nomme 17 heures, pour toi c'est un contrat de concession, tu fais comme tu veux. Mais le Cameroun nous appartient tous. Ce que Cyrus Ngo a fait aujourd'hui, comme le disait, quand un bébé est né pour vite marcher, on le sait. Quand un bébé est né pour vite parler, on le sait. Cyrus Ngo a à peine arrivé, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé? Je sais que les gens ne sont pas contents de lui, mais je dis que même si les gens ne sont pas contents de Cyrus Ngo, Dieu, lui, il est content de lui. On ne va rien lui faire. Et ensuite, il va continuer à faire son... C'est pour ça que j'ai demandé, laissez-moi la paix d'offre internationale. C'est bien qui commence son pays, ce n'est pas international. Quand tu entends la paix d'offre internationale, ils commencent à attendre les dossiers. Toi, tu donnes 20 000, toi, tu donnes 30 000 francs. Et on fout le Cameroun en l'air. Nous ne voulons plus ça au Cameroun. Il faut qu'on sache une chose, c'est que voilà le port. C'est une référence pour tous les Camerounais. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'on voit les stars qui font ceci, on apprend des choses de gauche à droite, on comprend l'autoroute, machin, ceci. C'est une honte. 60 km en 6 ans, tout ça c'est quoi? Et le Cameroun a une chose de particulier, il transforme les défaites en victoire avec le gros français. Oh, j'ai fréquenté avec Sarkozy, j'ai fréquenté avec Bill Clinton, j'ai même été avec la femme de Barack Obama. Est-ce que c'est ça qu'on mange? Quelqu'un d'économie libérale. Ta grand-mère connaît ça. Ça connaît quoi? C'est-à-dire, il parle, tu ne comprends pas ce qu'il raconte. Mais nous voulons les gens concrets. 1 plus 1 égale 2. Merci. On va aller voir au standard s'il y a des appelants là-bas. C'est vrai qu'il faut dire à tous nos téléspectateurs un peu partout dans le monde qu'il y a des perturbations du réseau ces jours-ci. C'est une chose qui va certainement se résoudre. C'est donc pas si au standard nous avons des appelants. Alors, pas d'appelant. Je reviens à vous, Président Bandakani. En fait, on a déjà pratiquement tout déblayé. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des choses qu'il faut dire à l'attention du directeur général, Cyrus Ngo, qui justement a parlé de chantage. Alors, ce chantage, pour vous, il reposerait sur quoi? Est-ce qu'il peut encore perdurer ce chantage avec la situation actuelle? Quand les gens, comme a dit mon ami Diabaté et le président Gaïs Fouda, quand les gens maîtrisent l'autoroute du port, c'est-à-dire l'autoroute de l'eau, le chenal, le fameux chenal, c'est ça qui est la clé. Chaque fois qu'ils veulent embêter le président, ils disent que c'est gâté. Qu'on ne peut pas draguer, c'est gâté. C'est ça le chantage qu'on faisait.
Et c'était terrible, hein, bien tout dit. Moi, je me rappelle ces années au port. Je me rappelle ces années au port. Ce qui s'est passé là-bas, c'était terrible. Il y a eu une année, pendant 2 ans, mais où il y avait un engorgement au port que personne n'arrivait à expliquer. C'était fait exprès. Parce que quand on parle du chanteur, on parle parler, on donne l'expérience. Donc voilà, il a assez. On n'arrivait pas à expliquer pourquoi le port était si engorgé. C'était organisé. Organisé. Le stationnement, c'est des faits. C'était organisé. Quand quelqu'un exerce un monopole intégral dans une structure comme le port, comme le port, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Il est amateur, il est accompagné, il est tout. Tout dans le port. Il est malheureux, il a même volé les parts de capital qui étaient réservées aux associés, c'est-à-dire les syndicats, tout ça du port. Même ça, il a pris. Le personnel. Il y a une plainte, hein, à Paris contre lui, il y a une plainte. Il prétend avoir libéré le capital. Il ne libère pas. Il libère par une parole. J'ai libéré le capital. Point. Et voilà le capital. Quand on vérifie, même ça, il n'a pas libéré. Il n'a pas libéré. Pour montrer à quel niveau. Or, il y a des gens qui étaient censés contrôler ces choses. Ils ne l'ont pas fait. Des gens qui avaient la confiance du président. Non seulement au niveau du conseil d'administration, dans les ministères, dans les services centraux, jusqu'à la présidente qui était chargée de surveiller ça et de rendre compte au président. Il mangeait. Tous étaient dans le complot. C'est ça le chantage. Faire péter les plombs au président. Que ce nerfs explose. Parce qu'on était dans le processus de placer quelqu'un au pouvoir. Moi, il faut pas cacher les noms. Hein. Monsieur Marafat. Quelqu'un veut démentir, il vient s'asseoir ici. Je sors mes preuves. D'ailleurs, il a demandé pardon au Camerounais. Bon, allez lui demander, il lui demande pardon pourquoi. On lui disait hier qu'il n'a rien fait. Quand on parlait ici, oh, il n'a rien fait, machin, hein, il y en a quand même dit qu'on l'a condamné pour rien. Le président d'un grand parti, qui est un juriste intergalactique, il a dit que vraiment, sa condamnation, vraiment, c'est un abus. Que le concept de complicité intellectuelle n'a pas de sens sur le plan juridique. M. Marafa, maintenant, alors, il demande pardon pourquoi? Parce qu'il n'avait rien fait, non? Qui lui a demandé pardon? Au Camerounais et au président Biya. Il a beaucoup aimé. Il a demandé pardon au Camerounais et au président Biya. Parce que quand nous on parle ici, on dit encore les histoires. Vous comprenez? Donc, on était dans une... Je vous dis, et ce projet n'est pas fini. M. Bolo n'a pas abandonné. Et toute cette galaxie de prédation, endogène et exogène, dans leur concubinage incestueux, je pense à mon ami, à ici, Jean de Dieu. Jean de Dieu, que je salue ici, nous suit. Donc, ils n'ont pas abandonné leur projet. Parce que je vous ai dit, le problème, c'est de placer quelqu'un, là, un pion, pour brader tout. Brader le port, brader tout le patrimoine public, brader tout. Et maintenant, liquider les Camerounais avec les vaccins bidons. Donc, ce n'est pas un jeu. Quand Fouda parle d'indépendance, là, ça sonne très bien. Je comprends ce qu'il est en train de dire. Ça commence toujours par un port, par le port. Porte d'entrée d'un pays. Quand vous regardez la fiscalité d'un pays, on vous dit fiscalité d'assiette et de porte. Quand on dit porte, c'est qui? Et là-bas, je vous dis, il y a plein d'argent au port. Vous pouvez parler de ce que le port gagne. Si déjà, M. Sénou nous démontre qu'il y a une fenêtre financière de près de 103 milliards de francs CFA sur 15 ans, rien qu'en économisant, en faisant l'économie sur le dragage. Bon, allez voir l'issue de dragage. Prenez toutes les prestations qu'il y a au port. Imaginez combien d'argent on gagne rien qu'avec le port. Avec votre permission, Président Bandakani, vous étiez en train de démontrer pratiquement cette évolution au niveau du port autonome de Douala, avec le fait que probablement on n'aura plus de chantage, ça pourra s'arrêter avec les faits. Oui, c'est terminé le chantage. D'ailleurs, le directeur général du terminal à conteneurs, il est clair. Je vous dis qu'il fallait être à la cérémonie. Hein. Il est clair, c'est ce qu'il dit dans son discours. C'est clair.
Il dit c'est clair, il parle de souveraineté, il parle d'alléger les souffrances financières de l'État. On faisait souffrir financièrement l'État. L'État souffrait. 10 milliards par an pour faire semblant de draguer. Il retirait où? Il faisait semblant. 10 milliards, il faisait semblant de retirer. On a 18 milliards en 2 ans. Avec un port qui est tout le temps engorgé. Vous faites comment? Vous faites comment? Donc, on est dans un... c'est un grand pas quand il parle d'indépendance. Et je vous dis que on n'a même pas commencé. Hein, parce que le port n'a même pas commencé encore. Il n'est même pas encore, à l'heure actuelle, à 10-15% de son potentiel. Hein. Il n'est même pas encore. Donc, imaginez qu'on développe, on passe à 50, on monte. Vous croyez qu'on va industrialiser un pays comment? Ça commence par le port. Par le port, parce que regardez le lien qu'il y a entre un port et le chantier naval. Tout à l'heure, Henri Diabaté vous parlait de la formation de nos ingénieurs. Je pleure souvent quand je vois M. Fondine en prison. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je pleure. Moi, je demande une fois de plus qu'on le libère. Je l'avais demandé. Le chantier naval, c'est-à-dire que coupler ça au chantier naval, à un chantier, au niveau où on est arrivé là, les Français ont manœuvré pour détruire le chantier naval. C'est un de ceux que je connais, parce que j'ai travaillé longtemps avec les syndicats. Les syndicats, je les ai encadrés. Le chantier naval, je sais de quoi je parle. Les Français ont manœuvré parce que quand ils ont vu le niveau qui avait été atteint au chantier naval, ils ont dit on est fini. Avec Zacharias Fordinand. Ils ont tout fait pour détruire le chantier naval. Nous Nous étions déjà en capacité de fabriquer nos bateaux. C'est bien le tout dit. Puisque nous avons reçu Damel, il l'a dit bien. Les gars sont super équipés. On nous donne même 20% ici, on va fabriquer nos bâtiments de guerre. Alors, président Banakani. Des chantiers navals les plus expérimentés venaient ici sous-traiter leurs travaux. Les bâtiments du Brésil ne peuvent pas. C'est bien le tout dit. Sous-traiter leurs travaux. Donc vous voyez que il y a eu, c'est-à-dire le complot contre le Cameroun, c'est-à-dire c'était pas possible. Complot contre le Cameroun, c'est-à-dire la prédation. C'est-à-dire que c'est comme un gang, on va parler de mots, un gang qui avait décidé de fondre sur le Cameroun. On est en train d'en sortir. C'est bien tout dit. Donc, il faudrait être vigilant. Il faudra s'assurer de sécuriser l'espace portuaire d'abord. Il faut sécuriser ça. Ce n'est pas encore totalement sécurisé. Portuaire. On parle de 1000 hectares. Moins de 600 sont en situation d'exploitation. Le reste, il faut sécuriser d'abord l'installation portuaire. Accélérer la dynamique de faire du port un endroit où il y a la vie. Quelqu'un vient au port, il peut même dormir. Vous ne savez pas qu'il y a les hôtels portuaires. Je dis, tu vois, l'hôtel du port, il y a l'hôtel du port, l'hôtel d'un port, le port a son hôtel, tu viens, tu dors. C'est beau, tu manges, tu prends ton bain. Tu prends ton bain, tu t'assois, tu te détends. Le port, c'est pas cet endroit aride et effrayant que Bologna nous a présenté. Un endroit effrayant, ténébreux, c'est pas ça. Le port, c'est un endroit, mais c'est la porte d'entrée d'un pays, non? C'est comme l'aéroport. Souvent, comment on vient avec l'eau, c'est par l'eau qu'on vient. Mais comment est-ce qu'un pays peut avoir pour porte d'entrée un endroit effrayant, ténébreux, où tu ne peux même pas respirer, c'est bizarre, tu entres, c'était fait exprès. Il faut faire ça, c'est le B.A.B.A. Les ports ont leur radio, ont leur télévision. On parle du port autonome. Vous comprenez? Donc, on n'a même pas commencé encore. Mais les bases sont en train de te poser. Et il ne faut pas casser cette dynamique. Les gens veulent casser cette dynamique à Yaoundé. Les prédateurs de Yaoundé, là, les prédateurs à Yaoundé, pas tous, hein. Les barons, on les connaît. Ces petits réseaux-là, on les connaît. Ils veulent casser cette dynamique. Mais nous sommes vigilants. Avec tous les patriotes qui sont aussi dans l'administration, il n'y a pas que des mauvais là-bas. Il y a beaucoup de patriotes, j'en connais. Beaucoup de patriotes. Les patriotes qui sont autour du président. Et l'expérience de notre papa. Il faut maintenir cette dynamique. C'est très important. Si on maintient ça seulement sur 10 ans, c'est fini. Merci. Alors, Henri Diabaté, avant de prendre Bertrand Tatinda, pour vous qui avez dit, on parle de 1000 hectares, et là, il y a des problèmes
de non-occupation, comment ça peut être contrôlé ou projeté aujourd'hui à partir de ce qui a été déjà mis en place en un an seulement, parce que les chiffres sont quand même révélateurs. Plus on aura de l'argent, il sera plus facile pour nous d'être présentables. C'est-à-dire qu'on aura qu'on aura effectué la conquête de notre espace, la maîtrise de notre domaine portuaire. C'est très important. Vous savez, il y a une affaire sur les amodiations, le prix des amodiations, parce que c'était quand même un gros scandale. La reprise en main du domaine portuaire fait partie de la souveraineté de notre port, c'est-à-dire les arguments de puissance du port. Mais j'aimerais revenir sur deux aspects. Le premier des aspects, c'est que c'est Franck Fanon qui disait le plus gros échec des républiques en Afrique, c'est d'avoir mésestimé la prédation internationale. Une fois qu'on a eu les indépendances, on s'est dit c'est fini. Ils vont désarmer. Non, ils font semblant de baisser la garde. C'est pour s'adapter et plus tard revenir, souvent bénéficier des complicités endogènes pour vous frapper, pour reprendre main. Donc aujourd'hui, on a la maîtrise, on a les arguments de la maîtrise de notre souveraineté au port au niveau du dragage, ne serait-ce qu'au niveau du dragage, mais faites attention, la prédation n'a pas désarmé. Elle cherche des moyens pour s'adapter à la situation et, comme un caméléon, s'adapter à la situation et revenir à la charge. Ils ont 1000 moyens pour cela. Donc, ne pas se méfier, il faut de la vigilance, la fermeté doit être de mise. Mais aussi, un autre aspect, il y a des appareils, et ça c'est très important. Il y a une drague aspiratrice qui a multifonction. Non seulement elle aspire le sable, mais aussi elle permet de lutter contre la jacinthe d'eau. Vous savez que la jacinthe d'eau attaque les plans d'eau chez nous, c'est extraordinaire. Si on vous dit que autrefois, les Allemands partaient de Yaoundé à Doumé, à l'est, par le Nyong, c'était navigable. On lançait le bois, un morceau de bois à Doumé, ça arrivait à Yaoundé. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. On allait à pirogue. Pour ne pas vous couper, quand vous êtes sur le pont à Konolinga, c'est impraticable. C'est impraticable. Pourquoi? Tout simplement. Parce que les sédiments se sont accumulés. Qui a dit qu'on ne drague pas les rivières? Est-ce que vous savez que rien que pour les travaux de Ramblay, l'une des dragues a rapporté près de 300 millions déjà au port? Pour en quelques 2 semaines, 3 semaines, elle a rapporté 300 millions. Imaginons-nous, elle peut aider tous les pays d'Afrique. Pas seulement les pays d'Afrique, mais nous-mêmes. Si vous allez dans la zone en Konsamba, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire à Fiko. Fiko, c'est du côté de après Bomono. Vous allez voir que le Mungo et la Dibamba sont ensablés. C'est la jacinthe d'eau a pris tout. Mais les gars me disent qu'on prenait la pirogue pour partir de là-bas et venir à Douala. Autrefois. Dans ces voies navigables, les voies fluviales, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on remette, que le trafic fluvial soit à tout, c'est-à-dire il faut qu'il soit réactivé par tous les moyens. Et je pense que cette drague peut nous aider. Elle peut aider les collectivités locales. Les maires doivent se mettre en rapport avec le port pour essayer. Les maires dont l'aspect fluvial est important doivent se mettre en rapport avec le port. Je pense qu'ils auront une solution à leurs problèmes de désenclavement, c'est-à-dire, c'est pas seulement la route. Si voilà, la même dynamique. La même dynamique pour rendre nos fleuves navigables, c'est-à-dire enlever la jacinthe d'eau. Mais imaginez-vous que d'Akonolinga à Yaoundé, si les femmes peuvent amener leurs marchandises à Yaoundé par le biais du Nyong, mais c'est extraordinaire, comme autrefois. Donc aujourd'hui, on peut le faire, c'est possible. C'est véritablement le focardage. Voilà, merci du terme. C'est le focardage. Et ça, le directeur du port a eu le nez fin. Aller chercher cette drague-là. C'est très important. Donc, parce que cette drague, non seulement elle est aspiratrice, mais aussi on peut l'utiliser pour faire d'autres choses. Et ça peut, tous les plans d'eau qu'on a ici dans nos régions-là, ça peut aider. C'est pour ça que les collectivités, je dis aux maires, il faut que les maires rentrent à l'école de la gestion de la collectivité. Parce que les maires, ils croient qu'ils vont aller attraper les femmes qui vendent la viande braisée là et leur dire payer 200, 300. Non, ce n'est pas la mairie là-bas. La mairie, ce ne sont pas des ressources. La mairie peut avoir d'autres ressources dans le transport fluvial. Mais imaginez-vous, s'il y a sur le plan fluvial la capacité de partir de Douala à Edea, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire sur la Dibamba. Oui, au lieu de rentrer dans l'axe lourd, on peut créer des situations, partir de Douala à Yabassi,
C'est extraordinaire. On est toujours en train de crier la route, mais si les Allemands, et je peux comprendre que c'est un peu la colonisation française nous a pénalisés. La France a le plus grand réseau fluvial en Europe, mais c'est le moins utilisé. C'est le pays qui utilise le moins son réseau fluvial. Or, en Allemagne, quand les Allemands sont arrivés à Yaoundé, Yaoundé avait 12 ponts. Il y avait 12 ponts en plein centre, là, Yaoundé 12. Donc les voies d'eau. Tous les pays qui ont été colonisés par les Allemands n'ont que des voies d'eau. Vous allez à Genève, ce ne sont que les voies d'eau. Il y a les ponts partout. Yaoundé, c'est comme ça, Yaoundé. Ils voulaient faire de Yaoundé le petit Berlin. Oui, les Allemands le disaient. Donc on peut le faire. Ils disaient comment Yaoundé est vallée et tout, il y a de l'eau. Mais transformons ça. Faisons d'elle une ville de rêve. Donc on peut le faire. Au lieu de bloquer les chemins d'eau, les plans d'eau, les ouvrir, les désensabler et ensuite chasser la jacinthe d'eau, vraiment les aménager, je pense que c'est extraordinaire. Ça va nous permettre, ça va baisser les coûts de transport, mettre moins de pression sur la route. Pour aller à Bonabéry, il faut alors qu'on peut mettre un bateau mouche ici qui part de Douala, de Deido pour Bonabéry, on paye 200 francs. Au lieu d'aller s'encombrer sur le pont, on dit qu'il y a les embouteillages sur le pont et tout. Ça met moins de pression sur l'environnement. Et bien, s'il y a moins de voitures, ça peut être aussi plus rapide. Hein. Ça peut être plus rapide, plus économique, parce qu'on mange dans ces bateaux. Nos dirigeants vont en Europe, ils voient ce qui se passe à Paris, comment les gens montent dans les bateaux. Ils vont en Allemagne, ils voient comment les gens montent dans les bateaux pour rallier une ville à une autre. Mais ils arrivent ici, dès qu'ils arrivent en Simalène, leurs yeux se pèsent. Ils deviennent fous complètement. Ils pensent seulement à voler, comment on peut se remplir les poches rapidement. Alors que voilà des situations qui peuvent donner immensement d'argent aux caisses de l'État, mettre moins de pression fiscale sur les populations et rentrer des ressources pour l'État. Je pense que c'est fondamental. On peut le faire. Mais je dis aux gens, attention. On a la maîtrise au niveau du dragage. C'était une donnée essentielle. Il fallait l'avoir. On a au niveau de la RTC, de la gestion du terminal à conteneurs, c'est important, mais il y a d'autres activités au port qui sont importantes. À côté, président Banda et président Gallus ont parlé je vais sortir par là, on parlait du chantier naval. C'est un chantier, je pense que c'est un domaine. Vous ne pouvez pas me dire, le chantier naval faisait près de 50 milliards de budget annuel, de chiffre d'affaires. Sous Fondindam. Ils ont pris Fondindam. Dès que Fondindam a voulu faire le shipyard à Limbe, tous les ennemis de la République se sont mis en dit à Paul Biya qu'il est dangereux. Parce que Fondindam, sur toute la côte du golfe de Guinée, il n'y a que trois ingénieurs qui sont... ASMI, c'est une confrérie des ingénieurs de la navale. Ils sont 3. Ils étaient un à Walvis Bay en Namibie, Fondindam au Cameroun et un autre à Dakar. Quand un bateau arrive, ils demandent toujours, est-ce qu'il y a un ingénieur ASMI quelque part? On vous dit oui, au Cameroun. Les gens venaient de Singapour avec leur bateau. Le Cameroun avait un dock, le Bamousso, ici, qui nous permet, c'est-à-dire un brise-lame qui arrêtait l'eau. Vous savez qu'il y a une sorte de turbidité de l'eau ici, là. L'eau est tellement impétueuse qu'on ne répare pas les bateaux. Donc il faut chercher un brise-lame, quelque chose qui puisse arrêter l'eau. Et on l'avait installé là. Le Cameroun réussissait. Les Américains ont eu une avarie dans le golfe de Guinée. Ils ont demandé l'ingénieur ASMI le plus proche. On leur a dit qu'au port de Douala, ils sont venus. Les Camerounais ont réparé le bâtiment militaire américain. Les Américains ont dit que c'est sûr que... Les Américains, eux, ils étaient en boîte de nuit. Hein. Les Camerounais réparaient. Ils ont dit que c'est sûr que ce sont les Blancs qui sont venus. On a dit que non, ce sont les Camerounais qui ont réparé. Ils étaient effarés. C'est pour ça que quand on lance le Limbe Shipyard, le président Biya dit devant tout le monde, en 2005, Paul Biya dit devant tout le monde, le Cameroun lance son industrialisation de façon définitive. C'est le recrutement de 500 000 personnes.
500 000 emplois qui seront créés dans le projet de Limbe Shipyard. Ça n'a même pas fait 6 mois, on a jeté Fording Dam à prison. Ils ont tout fait. La mafia a sauté sur Fording Dam. Fondamentalement, c'est ça. Il faut maintenant qu'on reprenne ces bases-là. Le chantier naval doit être en accord, en coordination avec le port pour résoudre un certain... Il est inadmissible qu'on construise les stades ici en préfabriqué. On cherche de la technologie ici, alors que le chantier naval est là. Le chantier naval est là. Et quand vous trouvez tous les ingénieurs du chantier naval, ils sont au Paraguay. Ce sont eux qui sont chefs de chantier naval partout. Hein. Ils sont disséminés à travers le monde. On a laissé tous les brigands contrôler. Ils ont dissocié le chantier naval. Le chantier naval n'arrive même plus à faire 1 milliard. Oui, Dorier, le grand Dorier. Le grand Dorier. Voilà, qui est décédé malheureusement. Mais quand vous nommez, j'ai même vu, on a nommé un dessinateur au chantier naval. Le gars, il dessinait les Black le Rock en Corée. On est parti le chercher. Le ministre des Transports de l'époque, il le connaît. Il est ministre d'État aujourd'hui, il est là. Il est parti le chercher. Lui dit, non, tu vas diriger le chantier naval. Le Coréen n'en revenait pas moi. On dit, oui, c'est toi-même. Et on est parti le chercher. On l'a nommé directeur du chantier naval. Où? Vous confirmez qu'il était dessinateur? Mais c'est un dessinateur. Il dessinait les Black le Rock en Corée. Le gars est arrivé, on le met là sur le siège de Fording Dam. Le gars a cassé, mais il a cassé le chantier naval. Le chantier naval est parti de 50 milliards de chiffre d'affaires annuel à 1,5 milliard. Et maintenant, il est le chantier naval qui donnait l'argent à l'État. Le chantier naval a été mis sous perfusion de l'État. C'est incroyable. Ça, il faut que le chef de l'État revienne dessus. Il faut que le chef de l'État revienne dessus et qu'on revoie cette histoire. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Que Fording Dam fait quoi là-bas? Moi, je vous pose la question. Des gens comme Fording Dam ne vont pas en prison. Non, les gens comme Fording Dam ne vont pas en prison. C'est vrai, c'est Oui, président Galius Fouda, oui. J'ai dit et je répète. Vraiment, le chef de l'État, c'est le chef de la magistrature. Le chef de la magistrature, pardon. C'est le chef du Cameroun. Il est aussi chrétien. Il lance un appel spécial pour qu'il libère ce Fording Dam. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que chaque matin, il avait au moins 6 000 emplois. C'est-à-dire, vous arrivez au chantier naval le matin, il a embauché les dockers. C'est-à-dire, comme il avait trop de travail, d'autres faisaient la peinture sur les navires, d'autres nettoyaient les navires, et tout le monde trouvait son compte. Quand on a prononcé son nom pour l'affaire de Limbe, les gens ont monté une affaire contre lui. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Moi, je demande une clémence. Qui reprenne cette affaire? Qui vient former les enfants? Qui formait les enfants? Parce que c'est la même capacité. C'est la même expérience que je vois sur une affaire. Fording Dam, c'est ce qu'il avait en tête. Il fallait arriver au port de Douala. Les bateaux américains, les bateaux singapouriens, les bateaux ceci, les bateaux ceci, pour être. Et nous avons invité Damen, le grand constructeur. Nous avons visité le chantier naval. Ils nous ont demandé, attention, vous êtes super équipés. Est-ce qu'on peut nous accorder même 10 ou 20% d'actionnaires dans cette société? Nous allons fabriquer nos bâtiments de guerre ici. Ça va nous coûter moins cher. Au chantier naval. Au chantier naval. À l'époque. De l'époque. Oui. Au chantier naval de l'époque. Même quand, déjà à l'absence de Fording Dam, c'était pas encore bougé comme ça. Ils étaient déjà en prison. Nous sommes partis, ils disent non, parce qu'ils sont super équipés. Parce que quand les gens de Yaoundé, ils ne connaissent pas techniquement que vaut le chantier naval. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est terrible. Qu'on le fasse sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi plus que qui? C'est pour ça que moi, je demande au chef de l'État de faire quelque chose. Ça ne va pas. Voilà quelqu'un qui a respecté les institutions du chef de l'État.
créer les emplois. Il fallait le chantier. Quand le chantier n'avait défilé. Non, c'était terrible. Mais c'était terrible. C'était une armée. C'était terrible. Plus que le BIR. C'était terrible. C'était terrible. Cette joie est allée où les opposants qui sont autour du grand patron l'ont mis en prison. Voilà un exemple. Quand tu veux suivre la politique du chef de l'État, on te casse. C'est pour ça qu'on parlait aujourd'hui, le chantage entre dans cette histoire. Le chantage dont on parle au niveau du port, les gens nous faisaient du chantage parce qu'on n'a pas de matériel. C'est pour ça que j'attire l'attention à tous les Camerounais qui nous laissent leurs affaires à appel d'offres internationales. C'est ça qui détruit le Cameroun. On a dit. Il y a les Camerounais qui sont capables. Il y a des Camerounais qui sont capables. J'ai rencontré un groupe d'ingénieurs, sont 30 ingénieurs, des anciens polytechniciens, qui sont bien formés. Il y a un qu'on appelle Mafani Moussonga, c'est le numéro 1. Un ancien grand ingénieur. Il y a Mama Fouda qui sort de Polytechnique. C'est un grand ingénieur. Les Singa Bruno et autres. Ils sont là pour faire beaucoup de choses. D'abord, vous voyez le quai d'Angouté. C'est un ingénieur camerounais qui l'a monté. Vous pensez que ça peut nous dépasser? Nous avons le sable, la matière première. Nous avons la pierre, nous avons le ciment. Et ça va réussir au port parce que on ne multiplie pas les factures par 50. Parce qu'à Yaoundé, nous connaissons ce qui se passe. Quand on parle de 150 milliards de francs, tu peux avoir plus d'un kilomètre de quai, et même plus. C'est pour ça que si on aménage le port de Douala, on lance le port de Limbe. Douala et Limbe, ça devient un seul port, ça moins d'une heure de temps. Cap sur le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants, ça fait 200 millions de consommateurs. Le Cameroun décolle. Je ne suis pas économiste, C'est le bon sens. mais c'est le bon sens. Jusque-là, on ne veut pas comprendre. Les gars refusent. Je suis professeur d'université, c'est vrai, on a besoin de... Mais tu es professeur d'économie des amphis. Tu n'es pas professeur d'économie sur le terrain. Vous allez conseiller vous conseillez le président. C'est-à-dire quand je vois ce qui se passe, moi ça me fait mal. On ne peut pas détruire parce qu'un homme comme Paul Biya, c'est un homme qui a un moral fort. Et regardez tout ce qu'il a promis aux Camerounais, les grands chantiers, c'est où? Je vous demande, c'est où? C'est où? Il est laissé tranquille. Ça fait mal. Mais quand vous voulez bien travailler, on tire sur vous à 280%. Oh, celui. Qu'est-ce que Forgy Dama fait? Moi, je connais un homme qui était au contrôle de l'État. Il est retraité, il dit non. Moi, j'ai été à Douala, j'ai eu le dossier, le dossier est vide. Le dossier de Forgy Dama est vide. Il ne comprend pas pourquoi on a arrêté, lui, il ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que la machine s'est mise en place. Qu'est-ce qu'il veut montrer à Paul Biya? Il veut montrer à Paul Biya qu'il travaille. C'est ce qui se passe. Hein. Je me rappelle aussi quand vous voyez à Kamon Foumou 17h, voilà les gens qui vont marquer le patriotisme. À Kamon Foumou, voilà les gens. 17h, il ne s'amusait pas. Il va te connaître si tu as mal travaillé. Merci. Le Premier ministre Dion Ngutté a tenu à visiter toute l'étendue de ce port, de sa zone navale jusqu'à sa partie située en amont, nouvellement bitumée. En créant sa propre régie en charge du dragage, le port de Douala se projette de réaliser une forte économie annuelle, qui va se chiffrer en termes de milliards de francs CFA. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.